Salut tout le monde. Aujourd'hui je reviens pour un C'est mercredi que lisez-vous un petit peu en retard. J'ai sorti un nouvel accessoire, il fait 30 degrés dehors, je suis en t-shirt et pieds nus mais j'ai un bonnet sur la tête. Voilà Kali, j'espère que ce nouvel accessoire te plaira. Je pense que je vais pas avoir froid pendant cette vidéo. Alors, j'ai, si je compte bien, 7 livres à vous présenter dans cette vidéo. 4 livres lus, vous verrez que dans ces 4 livres, il y en a 2 qui sont très courts puisque ce sont des livres jeunesse. J'ai commencé un nouveau livre juste ce matin, donc j'ai lu qu'un seul chapitre, je pourrais pas vous en parler beaucoup, mais je vais quand même vous le présenter. Et je vais vous montrer les 2 livres que je vais amener chez mes parents, puisque ce week-end, je pars pour quelques jours en Auvergne. Donc a priori, je vais pas faire grand chose à part me reposer et profiter de ma famille. Donc j'espère que j'aurai le temps de lire un petit peu. Voilà, et d'avancer dans mes lectures et dans ma palle, puisque là j'ai quand même pas mal de lectures urgentes qui s'empilent. J'aimerais bien avancer un maximum. J'aurais aimé pouvoir lire des livres pour les imaginales, mais apparemment je pense que c'était une belle idée, mais qui ne se concrétisera pas, malheureusement. Tant pis, on verra en 2014. Allez, c'est parti, je vous montre donc les livres que j'ai lus, que je suis en train de lire et que je vais lire dans les prochains jours. On commence par un tout petit livre jeunesse qui s'appelle Chana des Dunes. C'est écrit par Anne Duvert et c'est illustré par Émilie David. C'est aux éditions du Petit Baluchon. Les éditions Petit Baluchon, pas du Petit Baluchon. Alors, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est un petit livre qui est illustré. Donc vous avez pas mal d'illustrations. Elles sont toutes en noir et blanc, mais vous avez soit en pleine page comme ça, soit hop, dans des petits coins. Voilà, comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Par contre, je pense qu'il faut être prévenu. En lisant la 4e de couverture, j'ai eu l'impression que ça allait être un titre imaginaire, puisque ça parle de dons de divination, c'est une druidesse qui vient de Brocéliande, etc. Alors je me suis dit, tiens, ça va partir dans l'imaginaire, à Brocéliande, en Bretagne, bref, ça, vers les druides et tout, ça va être sympa. Et en fait, non, cette druidesse, on la rencontre au début de l'ouvrage, elle vient faire une prophétie à l'héroïne et ensuite on la retrouve plus du tout. Donc en fait, c'est un petit roman qui est vraiment historique et pas imaginaire. On a juste un petit clin d'œil comme ça aux druides dans la forêt de Brocéliande, mais sinon c'est vraiment un titre historique. Ça se passe donc en 1875 en Bretagne. C'est pas hyper original, on se doute de comment va se terminer cette petite histoire, mais c'est une jolie petite histoire d'amour. Je pense que ça plaira aux plus jeunes. Donc comme c'est destiné à la jeunesse, c'est vrai que les traits sont un petit peu grossis, c'est attendu, mais ça reste vraiment très agréable à lire. Par contre, j'ai juste une petite remarque, le livre est dédié aux enfants à partir de 9 ans, et je trouve que niveau vocabulaire, 9 ans ça me paraît un peu jeune quand même. Rien que dans le premier chapitre, première phrase, on a les mots irisés, les fanions accrochés au haubans. C'est un vocabulaire qui est certes très maritime et historique, enfin 19e, etc. Mais je trouve que c'est pas évident pour des enfants de 9 ans. Alors oui, il y a peut-être les parents qui derrière sont là pour expliquer, mais même je pense qu'il y a des parents qui, fanion et haubans, c'est pas évident pour tout le monde, je crois. Donc voilà, niveau vocabulaire, c'est très enrichissant, ça c'est sûr. Mais c'est peut-être un petit peu compliqué pour les petits, alors à privilégier avec les adultes à côté pour pouvoir expliquer. Voilà, mais une très jolie histoire. Et franchement, je pense que vous pouvez vous pencher sur le catalogue des éditions Petit Baluchon, puisque vous avez donc des romans qui sont pour les enfants, les grands enfants, 9 ans et plus, mais vous avez aussi des albums qui sont pour les tout petits, donc avec plein d'illustrations, et ça a l'air super sympa. Voilà, je vous conseille. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Andrea Schwartz. Andrea Schwartz que j'ai rencontré à la librairie Trop Lune le 13 avril, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a presque 15 jours. À ce moment-là, j'avais lu que 200 pages, enfin j'en étais presque à la moitié du livre,
et j'avais dit sur Facebook que j'avais trouvé quelques passages un petit peu longués et que j'étais content que l'intrigue avance. Alors, je confirme, c'est vrai que j'ai trouvé quelques passages un petit peu longs, mais à chaque fois qu'on commence à se dire ça devient un petit peu long, l'intrigue est relancée. Donc au final, c'est pas si long que ça. J'ai beaucoup aimé l'héroïne. C'est une héroïne qui est forte et à la fois un petit peu fragile. Donc pour la petite histoire, cette héroïne, en fait, Shelune, bref, appartient aux cheveux noirs. Et son peuple est en guerre contre les cheveux blancs, donc le peuple du royaume d'à côté. Cette jeune femme, quand elle avait 12 ans, elle a perdu toute sa famille qui ont été tués pendant un raid des cheveux blancs. Et donc 5 ans plus tard, alors qu'elle a 17 ans, elle décide de venger sa famille et d'aller combattre les cheveux blancs. Malheureusement, quand on est une femme dans cette société très martiale et très masculine, c'est pas évident d'entrer dans l'armée, de prendre les armes et d'aller venger les gens qu'elle a perdus. Donc elle est obligée de se travestir en homme pour pouvoir entrer dans l'armée. Et une fois qu'elle est dans l'armée des cheveux noirs, elle gagne très rapidement des galons, puisqu'elle est un petit peu inconsciente, puis elle a quand même pas mal de chance aussi. Donc elle se fait remarquer et elle peut accomplir sa vengeance. Mais, puisqu'il y a un mais, la jeune fille, puisque oui, 17 ans, elle est très jeune, tombe sur un cheveu blanc et elle tombe amoureuse de lui. Et a priori, c'est réciproque. Et là, on a toute l'introspection de l'héroïne qui a d'un côté cette haine des cheveux blancs, puisque ce peuple a tué toute sa famille, tue des enfants, pille, viole, enfin bref, elle est depuis toute petite dans la haine de ce peuple, et à côté de ça, elle est amoureuse de ce cheveu blanc, et donc elle arrive, c'est difficile de faire la part des choses. Elle se rend compte qu'elle trahit son pays, elle trahit la mémoire de ses parents, donc elle est toujours dans le doute, elle est toujours dans la réflexion, et j'ai trouvé cette approche très intéressante. Voilà, ça c'est le gros point positif du livre. J'ai trouvé que c'était bien écrit, on est vraiment dans la guerre, dans cet univers qui change un petit peu de la fantaisie habituelle, qui est plutôt une fantaisie médiévale mais occidentale. Là on est vraiment dans l'extrême-orient, plus vers la Chine, le Japon, enfin c'est un espèce de mélange des deux. Ça se ressent dans le physique, dans les vêtements, dans les traditions, etc. J'ai trouvé ça très intéressant et on est vraiment immergé dans ce monde-là. Donc pour ça, bravo, c'est vraiment super agréable à lire. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc oui, quelques passages un petit peu longuets, mais finalement vite rattrapés par l'intrigue qui se relance juste derrière, donc ça n'a pas été vraiment un gros souci. Agréablement surprise par la tournure que prend l'intrigue vers la moitié du livre en fait. Au début on est vraiment dans l'armée, on suit l'héroïne qui essaye de venger donc, sa famille et qui grimpe dans la hiérarchie de l'armée. Et dans la seconde partie, je vous raconte pas ce qui se passe, mais on change pas mal de décors, pas mal de discours, puisque l'héroïne, comme elle est très amoureuse de son cheveu blanc, n'a plus vraiment le même discours qu'au début. Elle a commencé à réfléchir sur cette haine qu'elle vouait aux cheveux blancs depuis sa naissance, etc. Donc voilà, j'ai été agréablement surprise par la tournure des événements. Et je lirai la suite avec très grand plaisir. Voilà, donc le premier tome de Kell par Andrea Schwartz aux éditions Rebelle. J'ai oublié de vous dire que c'était aux éditions Rebelle. Ensuite, j'ai continué avec le premier tome de Rose morte de Céline Landrecy aux éditions de L'Homme sans nom. Alors ce livre, on m'avait vanté ses mérites, on m'avait dit tu vas voir, c'est génial, tu vas adorer te connaissant, etc. Alors oui, j'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est pas un coup de cœur comme beaucoup de lecteurs et lectrices, enfin, surtout des lectrices.
Mais je pense que ça vient surtout de mon emploi du temps, parce que j'ai vraiment des semaines de malade et j'arrive pas à me poser des heures pour lire. Je lis par-ci par-là et c'est pas vraiment optimal pour vraiment apprécier ces lectures. Donc si j'avais eu beaucoup de temps, je pense que j'aurais lu ce livre pas d'une traite, mais vraiment j'aurais passé plus de temps dessus. Et donc j'aurais eu moins de coupures et j'aurais pu aller jusqu'au coup de cœur, je pense. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié. C'est effectivement très très bien écrit. Je crois que c'est une des grosses qualités, un des gros points forts de ce premier tome. Et apparemment de ce premier roman de l'auteur. Donc vraiment bravo, c'est super bien écrit. J'ai aussi adoré le contexte. Ça se passe à la toute fin du XVIe siècle, en 1598. Et j'avoue que je suis très peu informée sur cette période, sur cette époque moderne, sur tout ce qui se passe avec les protestants, etc. Et puis c'est vrai que quand on parle de fantaisie urbaine ou de fantastique et particulièrement des vampires, on voit plus des romans sur le 19e siècle. Donc je trouve que c'est très agréable d'avoir un roman qui se déroule dans une époque qu'on ne croise pas souvent en littérature, fantastique, imaginaire, etc. Donc l'auteur dépeint très très bien les us et coutumes de l'époque, les costumes, l'intérieur des maisons, des châteaux même. Bref, on est vraiment dedans, on est immergé, on suit l'héroïne comme si on était à côté d'elle, on suit les scènes vraiment, enfin moi je me sentais vraiment dans le Paris du XVIe siècle, ou à Rouen, dans les châteaux, etc. Je m'imaginais même avec les robes, vous savez, avec les grosses fraises, là, les gros colliers super moches, etc. Truc bien rigide où les filles ne pouvaient pas bouger. D'ailleurs monter à cheval comme ça, je pense que ça va pas être hyper pratique, même en Amazon, je sais pas comment elle faisait. Bref, ça c'est vraiment le point fort avec l'écriture. Ensuite, j'ai bien apprécié l'héroïne, qui s'appelle en fait au départ Aileen, mais elle est surnommée Rose par sa meilleure amie qui s'appelle Charlotte, et ça m'a fait sourire parce que j'avais l'impression que cette Charlotte c'était un petit peu la meilleure amie de Elizabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés, qui a sa meilleure amie aussi qui s'appelle Charlotte. C'est un petit peu le même lien qu'il y a entre Rose et Charlotte, et puis la Elizabeth et Charlotte dans Jane Austen. Et puis cet aspect aussi de la famille qui tient absolument à marier ces jeunes filles pour faire un beau mariage, pour rapporter de l'argent à la famille, etc. Donc de ce point de vue là c'est assez similaire à Orgueil et Préjugés de Jane Austen. On a l'héroïne aussi qui est très en avance entre guillemets pour son époque, qui se rebelle, qui n'a pas envie de vivre la vie de toutes les femmes de l'époque, c'est-à-dire, enfin toutes les femmes en tout cas de la bonne société de l'époque, qui étaient là pour faire joli, pour apporter leur dot et puis pour faire un beau mariage qui arrangeait tout le monde. Mais elle n'avait pas forcément le choix, elle n'avait même jamais le choix, c'était pas des mariages d'amour, c'était des mariages d'intérêt. Et là on a cette héroïne qui a 28 ans, ce qui est très vieux pour l'époque. À 28 ans c'est quasiment une vieille fille, d'ailleurs elle le dit au début que c'est vraiment sa dernière chance de se marier. Et voilà, elle se rebelle, elle est pas d'accord, elle veut une autre vie, elle a pas du tout envie de se marier, donc elle déjoue tous les stratagèmes de son père qui essaye de lui trouver des prétendants, et elle en veut aucun. Voilà, et j'ai trouvé qu'elle était très en avance sur son époque, et c'est très 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 agréable de suivre une héroïne comme ça. Enfin, moi j'adore les héroïnes un petit peu rebelles qui rentrent pas dans le moule et qui se posent des questions et qui se disent non, moi je veux autre chose, je veux plus de la vie. Voilà. J'aime bien ces héroïnes là, et donc j'ai beaucoup apprécié Rose. Donc cette demoiselle, qui est fort charmante mais qui vieillit un petit peu, rencontre lors d'un bal donné à Paris un personnage très mystérieux et très beau garçon, un grand brun aux cheveux longs avec les yeux verts. C'est le comte de Genlis. Et voilà, il y a une relation qui se noue entre eux, mais il est plein de mystères, il y a plein de choses qui se passent autour, on sait pas trop. Bref, vous vous doutez de sa nature. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce livre-là, c'est qu'avant d'être un roman fantastique, même si c'en est un, c'est... on a vraiment un long moment où il y a
très très peu d'éléments fantastiques qui sont donnés. Donc on est vraiment dans la mise en place de l'intrigue dans un roman historique avant de voir apparaître les éléments fantastiques. Et j'aime beaucoup ça. Ça me fait penser justement au premier roman fantastique, ça me fait penser au très célèbre Dracula de Stoker, où il y a une ambiance qui se crée avant d'avoir vraiment la réponse, avant d'avoir vraiment l'élément fantastique qui entre dans le récit. J'aime bien, même si on sait ce qui... Enfin, en lisant la 4e de couverture et en lisant les autres avis, même si je savais quelle créature fantastique j'allais croiser dans ce roman, j'ai aimé douter un petit peu. Même si c'était pas vraiment le doute, puisque je savais au final ce qui allait se passer. Voilà, pendant les 100-200 premières pages, on sent qu'il y a quelque chose de surnaturel, qu'il y a un autre monde à côté du monde qu'on côtoie, du monde normal entre guillemets, mais on sait pas quoi, on sait pas qui en fait partie, on sait pas justement comment les deux mondes sont liés. Et moi j'aime bien ça, cette petite ambiance, cette petite atmosphère de doute, voilà, c'est vraiment très très bien construit. Et donc bravo à l'auteur qui a créé une ambiance, un truc vraiment sympa. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce roman. Au niveau de l'intrigue, on a vraiment plusieurs parties, j'ai envie de dire. On a donc la première partie avec la rencontre entre Rose et le comte, la relation qui se noue. On sent que le père de Rose cache des petites choses. L'auteur nous donne quelques éléments et nous apprend qu'il y a des meurtres un petit peu sordides dans Paris, que des gens sont déchiquetés, enfin bref, voilà, mais ça reste un petit peu flou. Et dans la deuxième partie du récit, on laisse pas la relation entre Rose et le comte, puisque c'est toujours un des points les plus importants du récit, mais il y a l'enquête aussi derrière, qui prend plus d'importance. Et j'ai bien aimé ça, que ce soit pas juste, entre guillemets, une romance, enfin une histoire, une relation entre deux personnages principaux, mais qu'il y ait quelque chose derrière, donc l'enquête, l'approche un petit peu particulière du monde surnaturel, etc., puisque c'est original, c'est pas le vampire comme on peut le lire très régulièrement ces dernières années. Je trouve que l'auteur a une approche assez originale de ce monde surnaturel. Donc voilà, je me perds un peu dans ma phrase. Tout ça pour dire que c'est pas juste une romance, c'est pas juste un livre fantastique, c'est pas juste une enquête policière, c'est pas juste un livre historique, c'est un tout petit mélange de tout ça. Et je trouve que chaque élément trouve bien sa place dans l'ensemble. Tout se côtoie bien, tout se mélange bien, bref, c'est vraiment bien construit, bien mené, et j'ai super hâte de lire la suite qui sort dans quelques semaines et je l'achèterai aux Imaginales avec très grand plaisir. Je souligne la grande beauté de cette illustration de couverture qui est signée Magali Villeneuve. Je la trouve vraiment magnifique. Je l'ai déjà dit, mais... et c'est pas pour faire de la lèche à l'éditeur, mais je trouve que niveau livre en tant qu'objet, les éditions L'Homme sans nom font vraiment un beau boulot. Rien qu'en voyant les livres, on a envie de les acheter. Donc déjà, rien que ça, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est super long, je continue, j'ai encore 4 livres à vous présenter, mais je vous promets, je vais aller plus vite à partir de maintenant. Ensuite, j'ai lu un tout petit livre jeunesse qui s'appelle Kevin et les extraterrestres, c'est un tome 1 et ce premier tome s'appelle Restons calmes. C'est de Laurent Rivelegue et Olivier Talec. Donc les deux sont auteurs-illustrateurs un petit peu. Donc en fait, c'est vraiment un petit roman illustré avec plein de trucs super sympas dedans. Donc vous voyez, vous avez hop, des illustrations en couleur en pleine page comme ça, mais vous avez aussi des genres de planches de BD. Voilà, et puis le texte, hop, qui est habillé par quelques illustrations de ci, de là. Alors, c'est un tout petit livre jeunesse.
en fait, le petit Kevin, il rencontre 3 extraterrestres qui se sont écrasés dans la forêt pas loin. Et bizarrement, ces extraterrestres ne voyagent pas dans un vaisseau spatial comme on a l'habitude d'en voir, mais dans un bus jaune, comme le bus magique. Donc, d'ailleurs, c'est une des premières réflexions du petit Kevin, c'est il comprend pas, normalement les vaisseaux spatiaux, c'est ovale, avec des lumières qui clignotent de partout, ça ressemble pas du tout à un bus, donc ça va pas du tout. Donc, dans ces extraterrestres, tous les personnages sont présentés ici, donc vous avez Kevin, vous avez Napo qui est rouge, Cassius, alors c'est le grand de 2 mètres, c'est le grand costaud qui a pas trop de cerveau en fait, voilà, qui est jaune. Vous avez Albert qui est pas commode, alors c'est lui qui invente plein de trucs, c'est l'inventeur, il fait tout le temps des plans, machin. Napo c'est un peu plus le chef, voilà. Et vous avez Rufus qui est le petit chien de Kevin, voilà. Donc c'est super frais, c'est marrant, il y a 7 petits chapitres qui correspondent à 7 petites anecdotes dans la vie de Kevin. Donc, du moment où les extraterrestres tombent dans la forêt, là, vous voyez, je vous montre le bus, enfin le vaisseau spatial, jusqu'à la fin, mais je vous dis pas quoi. Il y aura une suite, c'est évident, et je la lirai avec très grand plaisir. Alors ça fait un peu moins de 100 pages, même un peu moins de 90 pages. Je pense que c'est vraiment idéal pour les enfants, pour les plus jeunes. Je sais pas à partir de quel âge ils préconisent ce petit livre, mais franchement en primaire, je pense que ça peut, vers 8-10 ans je crois, ça peut vraiment les faire rire. J'ai trouvé les illustrations super jolies. D'ailleurs, ça me donne très 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 envie de découvrir d'autres choses de ces auteurs-illustrateurs, puisque, enfin, je trouve ça très 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 sympa comme illustration. Le livre en lui-même est de bonne qualité. Hop, vous voyez, il y a les rabats. Vraiment une bonne petite trouvaille, enfin une trouvaille non, une bonne petite découverte plutôt. Je remercie Cécile Duquesne qui m'a fait parvenir ce service presse qu'elle avait reçu et qui ne l'intéressait pas, donc elle a pensé à moi. Donc merci beaucoup, ça m'a beaucoup plu et je pense même que je le laisserai dans la BCD dans laquelle je travaille à la fin de l'année pour les futurs enfants qui passeront dans cette BCD parce que je pense que ça peut vraiment leur plaire. Voilà, Kevin et les extraterrestres, à mon avis il y aura d'autres tomes dans les mois à venir. Voilà pour ce que j'ai lu ces 2 dernières semaines. Ce matin, j'ai tout juste commencé la liste de Siobhan Viviane. Alors, je sais pas du tout si ça se dit comme ça, Siobhan. Voilà. C'est chez Nathan. Hop. C'est une histoire pour adolescents dans un lycée. En fait, tous les ans, au début de l'année, vous avez une liste qui est publiée et qui annonce les 4 plus belles filles du lycée, une fille de 3e, une fille de seconde, une fille de première et une fille de terminale, et les 4 plus moches, également une en 3e, seconde, première et terminale. Et à ce que j'ai compris, dans chaque chapitre, on va suivre une de ces 8 filles, du lundi, qui est le jour de l'affichage de la liste, vous voyez, au samedi, si je ne dis pas de bêtises, qui est le jour du bal de début d'année. Voilà. Donc ça a l'air vraiment pas mal adolescent. Tiens, je vois un personnage qui s'appelle Maureen. je suis tombée dessus en tournant les pages. Voilà, jusqu'au samedi. Hop, qui apparemment donc est le jour du bal de début d'année. Donc oui, ça a l'air assez adolescent. Je pense que les réflexions vraiment autour de la beauté, etc., de la place dans un lycée américain, popularité, etc., c'est des questions qui reviennent assez souvent dans les séries télé américaines. J'ai passé l'âge de l'adolescence, j'ai jamais eu vraiment de soucis de ce genre-là quand j'étais au lycée. Enfin, on n'a pas vraiment cette coupure entre gens populaires et gens impopulaires dans les lycées français, ou alors je suis tombée dans un lycée sympa. Donc voilà, je suis pas forcément le public visé, mais j'aime bien lire ce genre de livre avec du recul, justement, avec quelques années en plus. Ça m'a l'air pas trop mal écrit. C'est de la littérature jeunesse, hein, donc ça n'a rien d'extraordinaire. À mon avis, ça va se lire très vite. J'aimerais bien le finir avant de partir samedi matin, avant de prendre le train, pour ne pas avoir à le traîner dans ma valise. Donc je vais essayer d'avancer un maximum ce soir. Et je vous en parle dans 2 semaines, je pense. Enfin oui, c'est sûr, je vous en parle dans 2 semaines, il sera fini d'ici là.
Je passe très vite sur les 2 lectures que je souhaite amener chez mes parents. Donc il y a le 2e tome de Phénix de Karina Rosenfeld. Donc ce 2e tome s'appelle Le Brasier des souvenirs et c'est publié dans la collection R chez Robert Laffont. C'est le 2e et dernier tome de ce diptyque. Paraît qu'il est mieux que le premier. Alors le premier j'avais bien aimé jusqu'aux 3 ou 4 derniers chapitres où là j'avais plus du tout compris l'héroïne, où je me disais ça va pas du tout. Elle s'est shootée ou j'en sais rien, mais elle a plus de cerveau, cette petite, je sais plus comment elle s'appelle, Anaya, voilà, c'est ça. Je l'appréciais vraiment énormément au début de l'histoire, dans son évolution, etc. Et les derniers chapitres, j'ai plus rien compris. C'était plus la Anaya que j'avais appris à apprécier pendant les chapitres précédents. Donc apparemment celui-ci est encore mieux, j'espère, on verra. En tout cas je le lis pendant les vacances, c'est sûr, je l'amène. Comme d'habitude avec la collection R, c'est écrit plutôt gros. Hop, les pages sont très épaisses, donc comme d'habitude ça va se lire en 2 ou 3 jours. Et comme je suis en vacances, peut-être même un peu moins, en tout cas j'espère. Voilà pour le premier livre que j'amène chez les parents. Et le deuxième, c'est encore un livre de L'Homme sans nom. Et si vous vous souvenez bien, j'ai cité Magali Villeneuve tout à l'heure pour l'illustration de Rose Morte. Et bien là, elle est auteur de ce premier tome, La Dernière Terre. Le 2e tome vient de sortir, je l'achèterai aux Imaginales. C'est de la fantaisie, pure et dure, apparemment c'est vachement bien. En tout cas, l'illustration de couverture déjà m'attire beaucoup. La 4e aussi, je vous en parle plus dans 2 semaines. Par contre là, ça va se lire moins vite que les livres de la collection R. Mais j'espère quand même que je vais le dévorer. Je vous en parle plus donc dans 2 semaines. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Si j'aimerais bien passer une petite annonce à l'attention des auteurs et éditeurs, s'il y en a qui regardent les vidéos, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. Le blog va fêter ses 7 ans le 4 juin 2013, donc c'est-à-dire dans un peu plus d'1 mois. J'aimerais bien faire de beaux cadeaux aux lecteurs habitués, pas à ceux qui passent comme ça, qui sont juste attirés par les gains, non ça j'ai pas envie. Mais j'aimerais bien remercier ceux qui me suivent régulièrement. Donc si jamais vous avez envie d'offrir quelques livres pour ce petit concours que je souhaite organiser, surtout n'hésitez pas à me contacter, à me tenir au courant. Parce que j'ai une petite bourse, je vais acheter quelques livres aux Imaginales et faire dédicacer pour les offrir à certains gagnants. Mais bon, je suis pas milliardaire, donc si jamais certains auteurs ou éditeurs ont envie d'offrir quelques livres lors de ce futur concours pour fêter les 7 ans du blog, surtout n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire, soit en message privé, soit par mail, sur le blog, bref, je pense qu'il y a les adresses un petit peu partout, c'est pas trop dur à trouver. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine, je vous dis belle lecture, profitez bien du soleil en espérant qu'il soit chez vous, et puis rendez-vous, je crois, peut-être à la fin de la semaine prochaine, j'ai une idée de vidéos, pas forcément pour présenter ma palle, mais pour présenter tous les livres qui ont trait à la légende arthurienne, puisqu'on m'a demandé 2 ou 3 fois de faire une vidéo sur le sujet. J'ai lu pas mal de trucs, j'ai encore pas mal de choses dans ma palle, donc je pense que ça peut faire une vidéo assez consistante sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, je pense que je tournerai ça samedi ou dimanche prochain, si j'ai le temps, évidemment, et si j'ai l'envie, la motivation. Voilà. Une nouvelle fois, bonne semaine, bonne lecture et à la prochaine.